qui s'appelle l'échantillonnage et l'estimation. Donc j'ai fait ce cours en 3 parties pour pas que ce soit trop lourd. Donc aujourd'hui, nous allons voir une introduction générale à tous ces problèmes et nous verrons en particulier aujourd'hui la distribution d'échantillonnage. Et la prochaine fois, dans un autre cours, nous verrons cette fois-ci l'estimation, bien sûr, et avec notamment, on verra le test du Qui2 qui permet de savoir si on a le droit d'approximer ou de dire est-ce qu'une variable aléatoire suit une loi normale ou pas. Parce que vous savez bien que jusqu'à présent, dans tous les exercices, on vous disait ça suit une loi normale. Oui, c'était gentil, mais comment ça se passe dans la réalité? Dans la réalité, il n'y a pas un énoncé qui vous dit les quantités que vous vendez dans votre entreprise suivent une loi normale. Donc il y a des moyens techniques qui permettent de savoir si on a le droit de dire que une variable aléatoire suit une loi normale. On verra ça en temps voulu. Donc, pour l'instant, dans les généralités, alors, quel est le principe? Dans le monde réel, il est généralement impossible d'étudier intégralement une population, qu'on va appeler la population mère, et essentiellement, pourquoi c'est impossible? Alors, quand je dis impossible, quasi impossible, à cause du coût engendré par ce type d'étude. Est-ce que vous imaginez que si vous êtes obligé de travailler sur une population entière, vous vous rendez compte le coût de l'étude, c'est monstrueux. Donc, le plus souvent, on étudie un échantillon issu de la population mère. Alors, quelle est maintenant la différence entre échantillonnage et estimation? Alors, l'échantillonnage d'abord. La théorie de l'échantillonnage permet, à partir des paramètres, c'est-à-dire des caractéristiques, écoutez bien, supposées connues de la population mère, de déduire celles relatives aux échantillons au pluriel prélevés dans cette même population mère. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je répète, la théorie de l'échantillonnage permet, à partir des paramètres supposés connus de la mère, de déduire celles relatives aux échantillons qu'on va pouvoir tirer dans la population mère. Donc nous allons étudier successivement la distribution d'échantillonnage des moyennes en déterminant l'espérance, la variance, l'écart type, la loi de probabilité et les intervalles de confiance. Et nous étudierons aussi la distribution d'échantillonnage des proportions en déterminant les mêmes éléments, à savoir l'espérance, la variance, l'écart type, la loi de probabilité et les intervalles de confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Regardez bien ce que c'est maintenant, ce qu'on appelle l'estimation ou l'inférence statistique. C'est le problème inverse de l'échantillonnage. En général, ça vous plaît plus parce que ça vous parle mieux. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va estimer les paramètres, les caractéristiques de la mère, de la population mère, à partir des paramètres calculés sur un ou des échantillons extraits de la population mère. Alors ça, c'est, vous voyez, les sondages de type classique, d'accord, où on veut savoir, anticiper quel devrait être le résultat des élections ou ce genre de choses. Ou, par exemple, on le verra dans le monde réel de l'industrie, dans le cadre du contrôle qualité. On veut extrapoler la qualité de ce qu'on fabrique. Évidemment, on ne peut pas contrôler chaque produit fabriqué, donc on va prendre des échantillons sur la population mère, on va regarder ce qui se passe sur l'échantillon, et on verra si on peut l'extrapoler à la population mère. En fait, c'est ça l'idée. D'accord? Donc, on verra ça, donc, cette deuxième partie, dans un autre cours. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez-moi bien. Déjà, d'entrée, différence entre échantillonnage et estimation. Échantillonnage, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, en détail. On suppose connus les paramètres de la mère. On suppose connus, on fait simple, la moyenne et l'écart type de la mère. Et on veut, si vous voulez, en déduire, attention, pas la loi de un échantillon par définition, mais des échantillons que l'on peut tirer de la mer. Tandis que l'estimation, c'est l'inverse. Je pars d'un échantillon pris au hasard dans la population mère, et je vais et je vais essayer d'extrapoler ce qui peut se passer pour la population mère. D'accord? Maintenant, les tests d'hypothèse. Par l'échantillonnage, on peut aussi tester la validité d'ajustement d'une série observée par une loi de probabilité ou vérifier le respect d'une norme dans une population, les tests d'hypothèse. Ça, c'est ce qu'on verra dans un cours spécifique plus tard. La constitution d'un échantillon, puisque vous avez compris que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va passer par des échantillons. Alors ça, c'est plus
j'allais dire, des principes de base qu'il faut connaître. Un échantillon, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de la population étudiée. Il est constitué par tirage au sort aléatoire. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? On prélève au hasard des éléments de la population pour constituer un ou des échantillons. Et la constitution d'un échantillon peut s'effectuer avec ou sans remise. Alors, échantillon avec remise, qu'est-ce que ça veut dire? L'élément prélevé dans la population mère est remis immédiatement avant que ne soit prélevé le suivant. Donc, l'élément choisi pouvant être donc prélevé une ou plusieurs fois. Les tirages sont donc indépendants. D'accord? Dans ce cas, l'échantillonnage est dit non exhaustif. Et puis, vous avez le deuxième cas, les échantillons sans remise. L'élément prélevé dans la population mère n'est pas remis. Donc, l'élément choisi ne peut l'être qu'une fois et une seule. Donc, les tirages ne sont pas indépendants, puisque la composition de la population mère est modifiée du coup à chaque tirage, puisqu'il y en a un de moins, par exemple, à chaque fois. Cet échantillonnage est dit exhaustif. Alors, remarque importante. Les résultats que nous allons développer dans ce chapitre supposent des tirages indépendants, donc des tirages avec remise. Alors, sans avoir à le démontrer, mais mathématiquement, sachez qu'on peut cependant considérer que des tirages sans remise dans une population très importante satisfont la condition d'indépendance. Est-ce que vous comprenez? Si la population est très très importante, d'accord, et que vous prenez un élément de la population mère et que vous ne le remettez pas, la population est tellement importante, considérée, d'accord, que de toute façon, que vous le remettiez ou pas, ça ne change rien. D'accord? Ça, vous voyez, il faut le préciser, il faut que je vous le précise, parce que sinon, ça peut fausser le raisonnement. Donc, on va pouvoir y aller, la distribution d'échantillonnage. Alors, le principe. La population mère de laquelle est tiré l'échantillon est finie ou infinie. Toutefois, une population finie dans laquelle s'effectue un tirage avec remise peut être considérée comme infinie. Est-ce que vous me suivez? À partir du moment où vous faites un tirage et que vous le remettez, ça peut être considéré comme étant infini. Chaque échantillon de taille n constitué, avec ou sans remise, à partir d'une population mère finie ou infinie, forme ce qu'on appelle une distribution statistique. Est-ce que vous entendez bien? Chaque échantillon prélevé forme une distribution statistique. Cette distribution statistique peut être caractérisée par une moyenne, la distribution. Est-ce que vous entendez? La distribution statistique, pas un échantillon. C'est tous les échantillons qu'on va prélever. Donc, cette distribution statistique peut être caractérisée par une moyenne, un écart type ou une proportion. La série des valeurs obtenues pour l'une de ces caractéristiques à partir de l'ensemble des échantillons tirés de la population mère constitue ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la caractéristique considérée. En conséquence, on peut donc obtenir une distribution d'échantillonnage de moyenne, d'écart type ou de proportion. Chaque distribution d'échantillonnage sera caractérisée par une moyenne ou un écart type. Alors, juste qu'on soit d'accord sur les notations, parce qu'on va prendre des notations, on va dire, conventionnelles, pour qu'on soit bien tous d'accord, pour parler tous de la même chose, parce que là aussi, selon les auteurs, il y en a qui vont prendre des notations un petit peu différentes, mais évidemment, ça voudra dire la même chose. Alors, par convention, pour lever toute forme d'ambiguïté, nous allons, nous, utiliser les notations suivantes. Alors, j'ai séparé d'un côté la population mère, oméga, et de l'autre côté les échantillons particuliers, EI, E comme échantillon, I comme le premier, le deuxième, le troisième, etc. L'effectif ou la taille de la mère, ça sera grand N, l'effectif de l'échantillon, ça sera petit n, la moyenne de la mère, ça sera M, qui sera connue ou imposée, on verra ça tout à l'heure. La moyenne des échantillons, ça sera XI bar, fréquence ou proportion, c'est P pour la mère, connue ou imposée, ou FI pour l'échantillon. La variance, donc l'écart type au carré, connu ou imposé pour la mère, et puis écart type prime au carré pour, puisque la variance c'est l'écart type au carré. D'accord? Donc, écart type prime pour l'échantillon, et puis l'écart type, sigma
connu ou imposé pour la mère, et sigma prime pour l'échantillon. Alors nous allons commencer par la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, rappelons tout d'abord qu'il s'agit de déduire les caractéristiques d'un échantillon quelconque, particulier, à partir de la connaissance des caractéristiques de la population mère. Alors, soit dans une population mère oméga de taille grand N, une variable aléatoire grand X pour laquelle l'espérance mathématique M, la proportion P et l'écart type sigma sont connus. C'est pour ça que je vous ai donné d'abord la notation conventionnelle. Là, on est bien en train de parler de la mère. Remarque, lorsque l'on dit que, parce que ça non plus, ce que je veux dire maintenant, normalement, vous auriez dû déjà m'arrêter, vous auriez dû me dire, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, monsieur, qu'est-ce que vous nous embêtez avec une histoire d'échantillon alors que vous nous dites que vous connaissez toutes les caractéristiques de la mère? Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en général, les étudiants comprennent mieux l'aspect estimation à partir d'un échantillon extrapolé la mère. Ça, vous le comprenez instinctivement. En revanche, dans l'autre sens, je connais ou je suppose connu la moyenne et l'écart type de la mère, autrement dit de toute la population, et les étudiants, de temps en temps, me disent « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec un échantillon ?» On s'en fout. Ah non, on ne s'en fout pas tout à fait. Alors, lorsque l'on dit que les caractéristiques de la population mère, moyenne, fréquence, variante et écart type, sont connues ou imposées, ça suppose donc qu'une estimation antérieure de ces mêmes paramètres de la population mère a déjà été faite ou qu'un client impose une norme à respecter. Ça y est, vous commencez à me suivre? Eh oui, mais est-ce que si on ne dit pas ça, ça devient incompréhensible? Parce qu'on se dit, mais si c'est connu, de quoi vous me parlez alors? Qu'est-ce que vous embêtez à chercher des trucs si vous connaissez toute la mer, toute la population? Donc on va imaginer que quand on dit connu, c'est soit parce qu'on a déjà travaillé auparavant à partir d'estimations sur la mer, ou c'est un client qui nous impose, notamment dans le contrôle qualité par exemple, des normes. Très bien. De cette population sont issus P échantillons, E1, E2, EP, de taille petite n, qui auront chacun des moyennes et des écarts types différents. Les différentes moyennes obtenues par l'échantillon particulier, x1 bar, x2 bar, forment, c'est ça, la distribution d'échantillonnage de moyenne représentée par la variable aléatoire x bar n. Ça va, vous faites bien la différence? D'accord? C'est l'ensemble qui va former une distribution d'échantillonnage des moyennes représentées par la variable aléatoire x bar n. Très bien. L'espérance mathématique maintenant. Espérance mathématique de x n. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x bar n est égale à l'espérance mathématique de la population mère. Oui, ce qui n'est pas étonnant non plus, hein, sans avoir à le démontrer. Donc, l'espérance de x bar n égale m, m étant, rappelez-vous, l'espérance de la mère. Maintenant, la variance. La variance de x bar n, la variance de la variable aléatoire x bar n est égale à la variance de la population mère divisée par la taille de l'échantillon. Donc, V, la variance de x bar n égale sigma au carré, d'accord, c'est bien la variance de la mère, divisé par petit n, c'est bien la taille de l'échantillon. Je vous ai dit, attention, là, il y a des formules à connaître par cœur. Donc, l'écart type, ben là, ça ne va pas vous étonner, l'écart type de x bar n, c'est égal à quoi? À la racine carrée de la variance. Et la racine carrée de sigma au carré divisé par n, c'est égal à sigma divisé par racine de n. Ça va, vous me suivez? Ça, c'est à savoir. Alors après, je vous ai mis une remarque, mais très honnêtement, c'est plus, j'allais dire, par petite précaution. Voilà. Les formules ci-dessus sont applicables lorsque la population mère est finie et l'échantillon non exhaustif, c'est-à-dire tirage avec remise, ou si la population est infinie et que l'échantillon soit ou non exhaustif. Si la population est finie et l'échantillon est exhaustif, tirage sans remise, E de x bar n égale m, donc c'est pareil, mais sigma, l'écart type de xn, égale sigma sur racine de n multiplié par racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1.
Ça m'étonnerait très honnêtement qu'on vous embête avec ce cas-là. Hein. Vous resterez sur le cas général. C'est celui-là dont il faut se souvenir essentiellement. La loi de probabilité maintenant. Alors, la loi de probabilité de x bar n. Principe. Si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, la variable aléatoire x bar n suit une loi normale. Donc, si petit n, qu'est-ce que c'est petit n au fait? C'est oui, mais la taille de l'échantillon, très bien. Parce que là, il faut, vous voyez, hein, c'est pour ça que il faut bien suivre les notations qu'on a données pour savoir de quoi on parle. Donc, si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à n, d'accord, x bar n suit une loi normale. Écoutez bien, vous vous souvenez que les deux paramètres d'une loi normale, c'est la moyenne et l'écart type. Eh bien, regardez bien, la moyenne m, c'est la moyenne de la population mère, et l'écart type de x bar n, c'est sigma sur racine de n. Ça va, vous me suivez? 2. Quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire grand X suit une loi normale, la variable aléatoire grand Xn suit aussi une loi normale. Donc, si X suit une loi normale de moyenne M et d'écart type sigma, c'est-à-dire la moyenne de la mère, l'écart type de la mère, alors x bar n suit une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine de petit n. Vous allez me dire, je comprends rien. On va prendre un exemple. Vous allez voir, en fait, avec un exemple, j'espère que ça va s'éclairer. Et vous allez voir que c'est pas rien, c'est pas que pour vous embêter. Dans le monde réel, ça existe, ça, bien sûr. Une machine produit des pièces dont le diamètre x suit une loi normale de moyenne 50 mm et d'écart type 3 mm. Tout de suite, la remarque. Bien comprendre que les paramètres de la population mère ont été définis à partir d'une estimation antérieure ou qu'il s'agit d'une norme imposée par un client, par exemple. Le client qui vous achète ces pièces a exigé que la moyenne des pièces soit de 50 mm et l'écart type soit de 3 mm. Dites-vous bien que dans l'industrie, dans le monde réel, où vous imaginez dans l'industrie des médicaments, enfin, etc., en biologie, etc., dans la chimie, ça c'est du contrôle qualité qui, on va faire comme ça, devrait être très fin. D'accord? OK? Et pareil pour l'industrie, bien entendu. Donc, afin de contrôler la production, on tire un échantillon de 25 pièces à intervalles réguliers. Donc, soit x bar 25, vous avez compris, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de taille 25, associe la moyenne du diamètre de cet échantillon. Très bien. 1. À quelle loi de probabilité obéit la variable aléatoire x bar n? Rappel, quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire grand X suit une loi normale, alors la variable aléatoire x bar n suit aussi une loi normale. Je vous le rappelle, copier-coller, je dis ce que je fais ce que je dis. Si grand X suit elle-même, la variable aléatoire, une loi normale, donc avec une moyenne et un écart type, alors x bar n, la variable aléatoire qui à chaque échantillon associe la moyenne, etc., suit aussi une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine de n. J'applique. X bar 25 suit à peu près une loi normale de moyenne 50 et d'écart type 3 sur racine de 25. Autrement dit, x bar 25 suit à peu près une loi normale de moyenne 50 et d'écart type 0,6. À partir de là, tout ce que nous avons vu sur les lois normales, les probabilités, ça y est, ça s'applique. Et regardez bien, maintenant on peut par exemple calculer la probabilité pour que le diamètre moyen dans l'échantillon soit supérieur par exemple à 51 mm. Donc on nous demande P de x bar 25 soit supérieur à 51. Je vous rappelle que ça, je ne sais pas le calculer. Je fais mon changement de variable, vous vous souvenez? P de t supérieur à x moins m sur sigma, 51 moins 50 sur 0,6. Il vient P de x bar 25 supérieur à 51, c'est pareil que P de t supérieur à 1,67. Et comme moi, je suppose que j'ai une table P de t inférieure à petit t, vous êtes d'accord? Ça revient à calculer 1 moins P de t inférieur à 1,67. Ça, dans la table de la loi normale, petit t, ici, 1,67 est positif, donc je peux lire directement la probabilité. Donc ça fait 1 moins 0,9525, ça fait 4,75%. Ça veut dire que la probabilité donc que la variable aléatoire x bar n soit supérieure, enfin que son diamètre soit supérieur à 51 est de 4,75%.
Ça va, vous voyez le principe. Maintenant, un peu plus technique. Intervalle d'acceptation contenant la moyenne. Alors, quel est le principe? Des intervalles d'acceptation centrés sur la moyenne d'un échantillon de taille n peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, qui est donc compris entre 0 et 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? Quelle est, regardez bien, la probabilité que x bar n soit compris entre m moins k et m plus k et soit égal à alpha? Est-ce que vous êtes d'accord que, vous vous souvenez, ça, c'est égal, on l'a vu lorsque on calculait les spécificités des variables aléatoires qui suivent une loi continue telle que la loi normale. Vous vous souvenez, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est la probabilité que la variable aléatoire x soit inférieure à b moins la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à petit a, la valeur la plus élevée moins la valeur la plus faible. Et bien c'est exactement ce que j'écris. Ça, c'est égal à p de x bar n inférieur à m plus k, la valeur la plus élevée, moins p de x bar n inférieur à m moins k égale alpha. Donc, si je fais le changement de variable, qu'est-ce que c'est le changement de variable? X moins m sur sigma. Vous voyez, là, je vous fais la démonstration. Parce que peu de gens vous la font, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça coince. Donc, je préfère vous faire la démonstration, d'accord? Donc, x moins m, enfin, x bar n moins m sur sigma, qui suit une loi normale de 0 et 1, eh bien, regardez bien, ça fait p de t inférieur à m plus k moins m sur sigma. Sigma sur racine de n, moins P de t inférieur à m moins k moins m, divisé par sigma, c'est-à-dire sigma divisé par racine de n égale alpha. Vous voyez, j'ai fait le changement de variable, je n'ai rien fait ici d'extraordinaire. Donc, après simplification, il vient P de t inférieur à k sur sigma divisé par racine de n, moins P de t inférieur à moins k sur sigma divisé par racine de n égale alpha. On en déduit donc, forcément, que t, le petit t, regardez, le petit t, p de t inférieur à petit t, le petit t c'est k divisé par sigma sur racine de n, autrement dit, ben c'est tout bête, hein, produit en croix que k égale t multiplié par sigma sur racine de n. Ou, ce qui revient au même de l'autre côté, ici, puisque vous voyez p de t inférieur à moins t, d'accord, ça fait que moins k égale moins t multiplié par sigma sur racine de n. Donc, ça revient à calculer ce qui est écrit ici, là, hein, d'accord, p de grand t inférieur à petit t moins p de grand t inférieur à moins t égale alpha. Spécificité que vous connaissez de la loi normale, qu'est-ce que c'est que p de moins t? D'accord, c'est 1 moins p de t inférieur à petit t. Ben, ça y est, je l'applique. Hein. P de t inférieur à t, moins, moi j'ouvre les crochets pour pas tout mélanger. 1 moins p de t inférieur à t égale alpha. Il vient p de t inférieur à t moins 1 plus, c'est pour ça que j'ai bien mis la parenthèse, plus p de t inférieur à petit t égale alpha. Donc, c'est comme si on avait écrit 2 fois p de t inférieur à petit t et moins 1 égale alpha. Autrement dit, p de t inférieur à petit t égale, ben il suffit, hein, 1 plus alpha divisé par 2. Et donc, à partir de la loi normale, on peut donc trouver petit t, évidemment, facilement. Vous allez me dire, je comprends rien. Exemple. Première question. On cherche, au risque de 5%, l'intervalle dans lequel doit se situer le diamètre moyen des pièces, mesuré dans un échantillon de 25 pièces, sachant que le diamètre moyen d'une pièce dans la population est de 50 mm et l'écart type du diamètre est de 3 mm. Alors, autrement dit, on cherche quoi? Quelle est la probabilité, alors, où on pose plus exactement, la probabilité que xn soit compris entre 50 moins k et 50 plus k, ça fasse 0,95. Est-ce que vous me le suivez? D'accord? Vous avez bien compris l'énoncé? Ça va, c'est bon? On cherche au risque de 5% l'intervalle dans lequel doit se situer le diamètre moyen des pièces mesuré dans un échantillon de 25 pièces, sachant que le diamètre moyen est de 50 mm et l'écart type 3 mm.
D'accord? Donc, ça, on sait qu'on cherche donc la probabilité pour que ça fasse 95%, 50 entre 50 moins K et 50 plus K. Donc, je vous refais pas la démonstration, on arrive directement. P de t inférieur à petit t égale 1 plus sigma divisé par 2, ce qui fait que P de t inférieur à petit t égale 1 plus alpha 0,95 divisé par 2, et c'est très facile après, hein, P de t inférieur à petit t égale 0,975. Et donc, dans la table directe, on sait que pour avoir 0,975, parce que là, en fait, c'est le problème, encore une fois, inverse de calculer une probabilité. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une variable aléatoire suit une loi normale, on vous demande souvent de calculer quelle est la probabilité que vous cherchez t inférieur à tant ou t supérieur à tant. Là, on vous donne directement la probabilité. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Petit t. Et comme vous savez que petit t c'est x moins m sur sigma, vous retombez sur vos pieds. Donc, je répète, ici, on sait que p de t inférieur à moins t, ça fait 0,975. Quand vous prenez la table de la loi normale, pour avoir 0,975 de probabilité, ça veut dire que vous vous situez avec un petit t égal 1,96 pour une probabilité de 97,50%. Comme on sait que, je vous rappelle, que k égale t multiplié par sigma sur racine de petit n, eh bien k égale 1,96 multiplié par 3, on le sait, divisé par racine de 25, ça fait donc 1,176. Et bien voilà, c'est fini maintenant. Donc, on a compris que puisque k égale 1,176, donc quand je dis la probabilité que x bar n se situe entre 50 moins k et 50 plus k et que ça fasse 95%, ça veut dire que il y a 95% de chances pour que x bar n se situe entre 48,82 et 51,18. Donc, la moyenne d'un échantillon de 25 pièces appartient, dans 95% des cas, à l'intervalle 48,82 et 51,18. C'est ça que ça veut dire. Alors après, vous pouvez en prendre 50 d'exemples. Qu'est-ce que vous allez changer? La moyenne, l'écart type, alpha, au lieu de prendre 5%, vous allez prendre 2%, 1%, mais le principe, lui, sera, bien entendu, toujours le même. Alors, je vous fais une petite remarque. Je vous dis, remarque, on peut illustrer ces calculs avec un graphique très simple, si vous voulez. Alors, on voit bien que la probabilité de x bar inférieur à 50 plus k est égale à 97,5%. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous souvenez? 5%. La loi normale, sans très réduite, est symétrique. La loi normale, vous me suivez? S'il y a 5%, ça veut bien dire, regardez bien, qu'il y a 2,5% de chaque côté. Ça va? Vous avez 95% au milieu et il y a 2,5% de l'autre côté. Ben ça y est, hein, c'est terminé. Hein, je veux dire, voilà, à partir de ça, c'est la représentation graphique, si vous voulez. Mais bien sûr, on voit bien du coup que donc 50 moins k, c'est moins 1,96 et 50 plus k, c'est plus 1,96. Quand j'ai fait le changement de variable ici, si vous voulez, c'est comme si je passais à la variable aléatoire x bar n. La ligne d'en dessous, c'est bien x moins m sur sigma. Regardez bien. La moyenne de la loi ici, c'est 50, vous vous souvenez? Quand je fais 50 moins m sur sigma, ça fait bien 0. Voilà, c'est ça l'idée, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout simple en fait, hein, une fois qu'on a compris le principe. Deuxième question, que peut-on dire de l'échantillon si le diamètre moyen des pièces le constituant est 50,8 mm? Alors, l'échantillon dont le diamètre est 50,8 mm est représentatif de la population. En fait, c'est ça qu'on voulait vérifier, puisque, je vous rappelle, dans cet exemple-là, 50,8 est compris entre 48,82 et 51,18. Ça va, vous me suivez? Alors vous comprenez le lien avec le contrôle qualité? Si jamais vous commencez à regarder des échantillons et que ce n'est pas dans cet intervalle-là, ça veut dire que vous devriez refuser le lot. Ça va, vous comprenez ce que... D'accord? Ok, c'est ça en fait l'idée. D'accord? Conséquence, cela veut dire que si le diamètre de l'échantillon est de 52 mm par exemple, il n'est pas représentatif de la population. Ça va? Laquelle population? Je vous rappelle,
dont les normes soit sont connues, soit sont imposées. Et si c'est imposé par un client, si ce n'est pas dans les clous, ben vous devez refuser le lot, par exemple. D'accord ? Bon, là, je ne vais pas vous embêter avec les histoires, vous savez, de si c'est constitué sans remise, etc. Ça, je vous le mets à titre informatif, mais on ne vous embêtera pas avec ça. Maintenant, l'échantillonnage de différence de moyenne. Alors, là, ce qu'il faut savoir faire, c'est le cas pratique. Vous allez voir dans quel cas ça va servir. Parce que c'est plus compliqué à expliquer qu'à faire. Une fois qu'on sait le faire, c'est tout bête. Vous allez voir. Donc, on est dans l'échantillonnage de différence de moyenne. Soit deux distributions d'échantillonnage issues de deux populations différentes. Deux distributions d'échantillonnage issues de deux populations différentes. On constitue un échantillon dans deux populations et la valeur moyenne de la mesure faite dans chaque échantillon est une variable aléatoire. Donc, x bar A est la variable représentant la valeur moyenne dans l'échantillon A de taille NA, et x bar B est la variable représentant la valeur moyenne dans l'échantillon B de taille NB. Donc, x bar A suit à peu près une loi normale de moyenne A et d'écart type sigma A divisé par la racine carrée de petit n A. Et forcément, B, c'est une autre, donc il suit une autre loi normale avec une moyenne qui est B, la sienne, et son écart type, c'est-à-dire sigma B divisé par racine de NB. Très bien. La différence entre les valeurs moyennes des deux échantillons est une variable aléatoire qu'on va appeler D, si on veut, qui a les caractéristiques suivantes. E de D égale E de x bar A moins x bar B. Eh bien, sachez que ça, c'est égal à MA moins MB. Et l'écart type de la demande est égal à la racine carrée de sigma au carré fois A divisé par NA plus sigma au carré de B divisé par NB. Et si NA et NB ont des effectifs, encore une fois les échantillons, supérieurs à 30, alors D, la différence, suit une loi normale de moyenne MA moins MB, et d'écart type dont on vient de parler, c'est-à-dire sigma carré de A divisé par NA plus sigma carré de B divisé par NB. On peut alors calculer la probabilité attachée aux valeurs prises par la différence x bar A moins x bar B. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Exemple. Une ampoule électrique de marque alpha a une durée de vie moyenne de 2800 heures avec un écart type de 280 heures. Maintenant, une ampoule de marque bêta a une durée de vie moyenne de 2000 heures avec un écart type de 420 heures. On prélève 49 ampoules de chaque marque. Très bien. La variable x bar A représente la durée de vie moyenne des ampoules de l'échantillon de marque alpha et la variable x bar B la durée de vie moyenne des ampoules de l'échantillon de marque bêta. On va s'intéresser ici à la différence D de durée de vie des deux distributions d'échantillonnage. Donc, on détermine la loi de cette différence. Donc, on est bien d'accord, je fais ce que je dis ce que je fais. X bar A, donc, suit une loi normale de moyenne MA et d'écart type, etc., etc., ben, je le fais. Nanana. Donc, X bar A suit à peu près une loi normale de moyenne 2800 et d'écart type 40. Quant à X bar B, je fais exactement le même principe. J'applique exactement la définition exactement de la même façon. Donc, x bar B suit une loi normale de moyenne 2000 et d'écart type 60. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? À nouveau, je vous mets exactement la définition. L'espérance de la différence, c'est égal à l'espérance de la moyenne de chacune. Donc, ça fait MA moins MB, c'est-à-dire 800. 2800 moins 2000, ça fait bien 800. Et quant à l'écart type de la différence, j'applique la formule nanana, ça fait 72. Donc, on peut utiliser la loi pour calculer la probabilité pour que la différence soit supérieure à 1000 heures. Quelle est la probabilité que la différence entre les durées de vie des deux ampoules soit supérieure à 1000 heures? X moins M sur sigma. 1000 moins M, on vient de le dire, 800. La différence, attention, c'est bien la loi de la différence.
la différence à moyenne c'est bien 800, et son écart type c'est bien 72. Eh bien, ça revient à dire, quand je fais le changement de variable, calculer la probabilité que t soit supérieur à 2,77, ça fait à peu près 1%. Et on pourrait aussi rechercher, par exemple, la probabilité pour que la durée de vie moyenne de l'échantillon alpha soit supérieure à la durée de vie moyenne de l'échantillon bêta. Donc ça veut dire que je pourrais chercher quelle est la probabilité que la différence entre les deux soit négative. Je fais mon changement de variable, ben forcément, hein, vous voyez bien que P de t inférieur à moins 11, ça fait à peu près, évidemment, dans cet exemple-là, 0%, bien entendu. Alors, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage des proportions ou des fréquences. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir, sauf qu'on va travailler sur des fréquences, des pourcentages, si vous préférez. D'accord ? C'est plus rare que ce soit demandé dans le cadre d'un examen que ce qu'on a vu, mais enfin, bon, on ne sait jamais. Alors là, à nouveau, hein, je suis désolé, hein, c'est des formules à connaître, hein, je veux dire, là, il n'y a pas de doute. Donc, distribution d'échantillonnage des proportions ou des fréquences. Alors, le principe, soit dans une population mère, oméga, de taille grand N, dont une proportion P connue présente ou non un caractère donné. P, proportion des éléments possédant ce caractère, donc Q qui est égal forcément à 1 moins P, proportion des éléments ne possédant pas ce caractère. De cette population sont issus des échantillons, E1, E2, etc., EN ou EP, de taille petit n, qui auront des fréquences différentes. Vous voyez, c'est parallèle à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sauf que là, on va travailler sur les fréquences. Les fréquences FI de chaque échantillon varient d'un échantillon à l'autre et représentent la distribution, cette fois-ci, des fréquences de cet échantillon. La variable aléatoire Fn prend les valeurs Fi, F1, F2, Fp. Maintenant, quelle est l'espérance mathématique de Fn, c'est-à-dire la fréquence des échantillons? Eh bien, ça ne va pas vous étonner, hein, on va retrouver les mêmes éléments que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'espérance mathématique de la variable aléatoire Fn est égale à celle de la population mère. Donc, E de Fn égale P. Ce que je vous ai mis en dessous, là aussi, je ne vais pas vous embêter, c'est plus une démonstration, mais enfin quand même, rappel, constituer un échantillon de taille petite n revient à répéter n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli de probabilité P. Le nombre de personnes de l'échantillon de taille petite n qui présente le caractère étudié est donc une variable aléatoire P qui suit une loi binomiale B, dont les caractéristiques, je vous rappelle, c'est n et P, et d'écart type racine de NPQ, racine de la variance. Vous vous souvenez, la moyenne NP, la variance NPQ, l'écart type racine de NPQ. Sachant que Fn est le rapport de P sur N et que E de AX égale AE de X, alors l'espérance de Fn égale E de P sur N égale E de 1 sur N fois P, et ça égale 1 sur N fois E de P égale 1 sur N, E de P c'est bien NP, et bien ça fait P. C'est pour vous donner la justification. Ça aussi, peu de gens vous l'expliquent, moi je vous le donne. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Il y a une raison mathématique, bien sûr. Ok, enfin statistique dans le cas précis. La variance de Fn. Ben, sachez que la variance de Fn égale PQ sur N. Alors là aussi, je vous le démontre, sachant que la variance de AX égale A2V de X, on l'a déjà vu, alors la variance de la variable aléatoire Fn égale la variance de P sur N, ça c'est pareil qu'écrire la variance de 1 sur N fois P, et ça c'est égal à 1 sur N au carré fois V de P, et ça c'est égal à 1 sur N au carré fois V de P. Ben, la variance de P sur N égale 1 sur N au carré fois V de P fois NPQ, égale NPQ sur N au carré NN, vous voyez, je vous le démontre comme ça, égale PQ divisé par N. Voilà, vous avez l'explication pourquoi c'est comme ça, c'est tout à fait, vous savez le faire, en fait. L'écart type de Fn. Ben, l'écart type de Fn, c'est la racine carrée de la variance, et donc la racine carrée de PQ divisé par N.
D'accord. Ce que j'ai mis en dessous, là, cette remarque, on a encore dit, c'est le problème des tirages avec remise. On ne va pas s'embêter, je vous le donne à titre d'information. Ce n'est pas ça qui est le plus important. La loi de probabilité de Fn. Le principe. Si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, alors la variable aléatoire Fn suit une loi normale de... Alors, Fn suit une loi normale de paramètres m et sigma, m étant égal à p, et sigma, et l'écart type étant égal à la racine de pq sur n. 2. Quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire f suit une loi normale, la variable aléatoire fn suit aussi une loi normale. Et je vous fais une petite remarque, il est préférable, mais pas obligatoire, nous en avions déjà parlé, de corriger la continuité de plus ou moins 0,5%, compte tenu que la variable aléatoire d'origine est discrète, c'est-à-dire une loi binomiale. Et vous vous souvenez ce que nous avions dit quand nous avions travaillé sur les lois normales et qu'on souhaitait approximer une loi discrète telle que la loi binomiale ou la loi de Poisson par une loi continue telle que la loi normale, il fallait corriger de la continuité avec plus ou moins 0,5. Sauf que là, c'est pas 0,5, c'est 0,5%, puisqu'on travaille en fréquence. D'accord sur le principe? Alors, on va prendre un exemple. Une société spécialisée dans la vente en ligne via Internet de produits de grande marque, à prix cassé, possède bien entendu un fichier client. En étudiant ce fichier, elle s'est rendue compte que 80% de ses clients passent 2 commandes par an. Des échantillons de 300 clients sélectionnés au hasard sont constitués dans le but d'effectuer des relances par email. Si F300, la variable aléatoire qui a chaque échantillon de taille 300, associe la proportion des clients de cet échantillon ayant passé 2 commandes par an, 1. Déterminer l'espérance mathématique et l'écart type de F300. Eh bien, l'espérance de F300 égale P égale 0,8. Je ne fais qu'appliquer les formules, c'est pour ça qu'il faut les connaître. On ne va pas vous demander de les démontrer. Moi, je vous en ai démontré pas mal à titre pédagogique, mais il suffit, entre guillemets, de les connaître. Et sigma de F300, j'ai dit que c'était la racine carrée de P fois Q sur N. Ben, si P égale 0,8, Q égale 0,2, et N, la taille de l'échantillon, 300. Ça fait 2,31%. D'accord? Ça, c'est l'espérance mathématique et l'écart type de F300. 2. Calculer la probabilité que la proportion des clients ayant passé 2 commandes d'un échantillon de taille 300 soit supérieure à 80%, puis comprise entre 80% et 85%. Ici, je vous rappelle que la taille de l'échantillon est supérieure à 30, donc la variable aléatoire F300 suit une loi normale. Donc, comme elle suit une loi normale, par ailleurs, comme nous l'avons indiqué précédemment, nous allons corriger la continuité. Donc la probabilité que P de F300 soit supérieur à 0,8, rappelez-vous, on fait le changement de variable, et qu'est-ce qu'on a dit qu'on rajoutait 0,5%. Donc c'est pas grave. Si jamais vous ne faisiez pas la correction de la continuité, je vous rassure, ça va pas. Voilà, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen, mais autant faire les choses proprement. Donc ça fait P de T supérieur à 0,805 moins 0,8 sur 0,0231. Ça fait à peu près arrondi à 0,22. Donc la probabilité que T soit supérieur à 0,22, c'est bien entendu 1 moins P de T inférieur à 0,22, et ça fait 41,29%. Maintenant, si on vous demande la probabilité que F300 soit compris entre 0,80 et 0,85, on fait d'abord la correction de la continuité de 0,5% comme il se doit, et je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait toujours la même chose. Ça fait, quand je dis ça fait toujours la même chose, le principe est toujours le même, ça fait 57,84%. Donc vous voyez, en fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'on travaille sur des pourcentages. Intervalle d'acceptation centré sur la proportion ou fréquence. Alors, là aussi, il va falloir connaître éventuellement les formules. Des intervalles d'acceptation centrés sur la proportion ou la fréquence d'un échantillon de taille n peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, encore une fois compris entre 0 et 1. Juste pour vous faire remarquer qu'on fait exactement la même chose que tout à l'heure. C'est exactement pareil. Simplement, on travaille avec des fréquences. Mais sinon, le principe est exactement le même. Alors, des intervalles d'acceptation centrés sur la proportion ou la fréquence d'un échantillon de taille n
peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, qui est donc compris entre 0 et 1. On va donc retrouver exactement le même principe que lorsque nous avons étudié tout à l'heure les intervalles d'acceptation contenant la moyenne. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va chercher? La probabilité que Fn soit compris entre P moins K et P plus K face alpha. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration entière, mais je vous donne directement la formule de K lorsqu'on effectue les calculs avec les fréquences. C'est K égale T multiplié par racine de PQ sur N, et moins K égale moins T facteur de racine de PQ sur N. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Exemple. Reprenons l'exemple précédent, c'est-à-dire avec les ventes en ligne. Et je vous demande de déterminer un intervalle centré autour de la proportion dans laquelle la proportion d'un échantillon de taille 300 tiré au hasard sera située dans 99% des cas. Ça y est, vous voyez le schéma? Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez tout de suite, immédiatement. Vous voyez en fond de cloche? Vous me suivez? Je veux 99% des cas. Ça veut dire qu'il y a 1% ailleurs. Et est-ce que vous comprenez que le 1%, comme c'est centré, il y aura 0,5% d'un côté et 0,5% de l'autre. Vous comprenez? Tout à l'heure, dans l'autre cas, on avait travaillé avec 5%. D'accord? Là, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Juste 1%. Ben, c'est exactement le même principe. Autrement dit, on cherche la probabilité que Fn soit compris entre 0,8 moins K et 0,8 plus K et que ça fasse 99%. Il y a toujours la même chose, hein. Je vous l'ai donné tout à l'heure, P de t inférieur à petit t égale 1 plus alpha divisé par 2. Autrement dit, on cherche P de t inférieur à petit t égale 0,995, puisqu'il y a 1% de chaque côté. Donc, ça fait 1%, pardon. Mais ces 1% sont distribués comment? C'est centré 0,5% de chaque côté. Et la lecture de la table P de t inférieur à petit t nous indique que petit t égale 2,57 pour une probabilité de 99,5%. Sachant que K égale T, 2,57, multiplié par racine de PQ sur N, on l'a déjà calculé, ça fait 0,0594. Conclusion, puisque maintenant j'ai trouvé K, j'applique la formule P de 0,8 moins K inférieur à Fn inférieur à 0,8 plus K égale 0,99, je viens de calculer K, donc ça veut dire que la probabilité, ou la proportion des clients ayant passé 2 commandes par an sur un échantillon de 300 clients appartient, dans 99 des cas, à l'intervalle 0,7406, 0,85, 94. Et maintenant, et pour terminer, l'échantillonnage des différences de proportion. Et je vous dis que nous allons retrouver exactement les mêmes principes que pour l'échantillonnage de la différence des moyennes qu'on a vu tout à l'heure. Soit 2 distributions d'échantillonnage issues de 2 populations différentes. On constitue un échantillon dans 2 populations et la proportion de la mesure faite dans chaque échantillon est une variable aléatoire. Donc, FA est la distribution d'échantillonnage de proportion d'une population A, FB est la distribution d'échantillonnage de proportion d'une population B. Rappelez-vous, E de FA égale PA, E de FB égale PB, et sigma de FA égale racine de PA multiplié par QA sur NA, et pour FB c'est la même chose, mais vous remplacez A par B. Et la différence entre les 2 proportions des 2 échantillons est une variable aléatoire qu'on appelle D, comme tout à l'heure, et qui a les caractéristiques suivantes, comme tout à l'heure, l'espérance de la différence égale E de FA moins FB égale P de A moins P de B, et l'écart type de la différence égale racine de PA fois QA sur NA plus PB fois QB, je dis bien, sur NB. Et rappelez-vous, si NA et NB ont des effectifs supérieurs ou égaux à 30, alors D, c'est-à-dire la loi de la différence, suit à peu près une loi normale de moyenne, PA moins PB, et d'écart type, exactement le même que celui de la différence. Et on peut calculer la probabilité attachée aux valeurs prises par cette différence, FA moins F de B. Pour cette histoire d'échantillonnage, alors soyons clairs, le plus important, très honnêtement, c'est d'abord de bien connaître et de bien poser la notation. Parce que moi, je vous ai posé une notation et
Si jamais je m'étais trompé, je vous prie de m'excuser d'avance, mais j'ai fait quand même attention au maximum pour ne pas mélanger des grands N et des petits N. Vous comprenez ce que je veux dire? Des choses comme ça pour bien différencier ce qui relève de la mère de ce qui relève de la fille, enfin de l'échantillon plus exactement. Je me crois déjà en technique comptable approfondie avec les consolidations. Donc de ce qui relève de la mère et de ce qui relève de l'échantillon. Par contre, très honnêtement, bon, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que les proportions, bon, je suis pas sûr qu'on va vous le demander. Encore que ça a dû tomber une fois, je crois. C'était quand que c'est tombé ça? En 2008, je crois, sur des fréquences. Mais en général, on travaille plutôt, non pas sur les fréquences, mais directement sur ce qu'on a vu en premier. Donc, dans un prochain cours, nous verrons l'estimation ponctuelle d'un paramètre à partir d'un échantillon. Alors, d'un paramètre de la population à partir d'un échantillon. C'est-à-dire le problème, j'allais dire, inverse. On ne connaît pas les caractéristiques de la population mère, mais on tire un échantillon, et est-ce qu'à partir de cet échantillon, on peut extrapoler sur les caractéristiques de la mère, à savoir sa moyenne et son écart type. Ça fera l'objet donc d'un prochain cours.